bien, on est là ce soir pour fêter le bicentenaire de la naissance de mon arrière-grand-père, Édouard Léon Scott de Martinville. Pourquoi la République a jugé utile d'inscrire le bicentenaire de cette naissance dans la liste des célébrations? C'est parce que on a pris conscience qu'il avait fait une invention assez importante pour l'histoire des sciences qui était jusqu'ici relativement méconnue. L'invention en question, c'est tout simplement de parvenir à capter les sons qui sont portés par l'air et de les inscrire sur, en l'occurrence, sur du noir de fumée à l'aide d'un stylet, et de les capter donc au moyen d'une membrane à laquelle est fixé ce stylet. C'est une idée dont il est probablement le père. En tous les cas, sa démarche à lui, ayant capté ces ondes, c'était d'essayer de lire ces inscriptions, parce qu'il était un homme de lettres avant tout, et il était fasciné par l'écrit. Et donc, ayant réussi à inscrire ces sons sur du noir de fumée, il a passé le reste de son temps à essayer de lire ces inscriptions. Et là, malheureusement, il s'est heurté à un mur, et il a fallu attendre plus de 150 ans, il a fallu attendre l'électronique, les ordinateurs, pour être capable d'analyser ce signal et de le redécomposer, de retrouver et de reconstituer le message à l'origine qui aboutissait à ce signal. Voilà. En fait, il a fallu donc 150 ans pour disposer des outils permettant de lire véritablement, de restituer ces enregistrements. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait par des chercheurs américains assez téméraires qui sont arrivés à Paris en 2008, qui ont cherché des phonautogrammes là où ils pouvaient en trouver. Alors, la chasse au trésor était relativement organisée parce que Édouard Léon, quelques mois avant sa mort, avait d'abord pris connaissance de l'invention d'Edison. On dit que c'est même ça qui l'a un peu tué, parce que l'invention d'Edison a immédiatement été célébrée alors que lui-même était déjà dans l'oubli. Et donc il a publié un petit pamphlet dans lequel il dit « mais voilà tout ce que j'ai fait ». Et il suffisait de lire et de voir qu'il avait déposé à 3 endroits, comme conformément à la méthode pour faire valider une invention à cette époque-là. Donc il avait d'abord pris un brevet, enfin c'était à l'époque au ministère. Aujourd'hui, ces brevets sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle. Donc là, il y a déjà des phonotogrammes. Et puis, il était allé ensuite à l'Académie des sciences déposer ses principes de phonotographie dans un pli cacheté. Donc, à l'Académie des sciences, on a trouvé les phonotogrammes qu'il avait déposés. Et puis, il avait poursuivi ses recherches avec le soutien et l'encouragement de la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale, qui a validé ses travaux, qui les a validés avec l'aide d'un scientifique de pointe à l'époque qui s'appelait M. Lissajou, mais qui a validé ses travaux essentiellement faisant de son phonotographe un instrument scientifique permettant de mesurer avec précision l'amplitude, la fréquence, le timbre des sons, mais contestant le fait que la totalité du son soit passée par la membrane et ait été fixée par le stylet. Donc finalement, réduisant un peu la portée de son invention. Et donc, à partir de là, il y a véritablement eu 2 phonotographes qui ont vécu en parallèle. Il y a eu le phonotographe revu et corrigé par la Société d'encouragement, mis au point de manière très professionnelle par un grand fabricant d'instruments de l'époque, qui est M. Koenig, avec lequel ce brave Édouard Léon a assez vite interrompu le dialogue, parce que Koenig voulait faire un instrument parfait. Il y est arrivé d'ailleurs, il l'a enrichi, il a fixé à l'instrument, il a ajouté à l'instrument des éléments très sophistiqués comme un diapason qui permettait d'enregistrer en même temps qu'on fixait le son, on fixait aussi le la, et donc ça a permis 150 ans plus tard pour la restitution de retrouver le tempo, de retrouver la vitesse avec laquelle on avait tourné la manivelle, avec toutes ces variations. Donc M. Koenig a fait un instrument merveilleux qui s'est très bien vendu jusqu'au début du XXe siècle.
Mais lui, Édouard Léon, il dit non, mais moi je pense que non, c'est la totalité du son qui est là-dedans. Il faut vraiment regarder ces courbes de près, il faut essayer de les lire. Et puis il a fini par se décourager, et puis il a abandonné son brevet. Il était lui-même un homme de lettres, il était tombé un peu sous l'influence d'Ambroise Firmin Didot, qui était un très grand bibliophile, probablement le plus grand bibliophile de Paris à cette époque-là. Il était son homme de confiance, il circulait pour lui à travers l'Europe, il allait chercher dans les bibliothèques les plus beaux ouvrages, les mettre de côté, les acheter, les conserver, les décrire, les inscrire dans des catalogues, etc. Enfin, un travail absolument considérable. Et donc il en a oublié finalement, il a un peu laissé tomber cette affaire de lecture du son. Voilà. Alors il a quand même une contribution pour la langue française, parce que je crois personnellement que c'est, d'abord avant lui il n'y avait pas l'enregistrement du son, donc il a créé l'enregistrement des sons, et c'est bien lui qui a dit qu'on lit un son. Alors que les Américains qui ont Edison, eux, ils play record. Donc ils le jouent et c'est un peu différent. Voilà. Donc ce travail a quand même fini par être... sa démarche a fini par être prouvée seulement en 2008. Au vu de cette preuve, tout le monde s'est dit, mais alors, les premiers enregistrements sonores, c'est pas Edison, c'est Paris, c'est Édouard Léon Scott. Et du coup, un dossier de classement de ces phonoautogrammes au patrimoine documentaire mondial, géré par l'UNESCO, a été instruit avec succès. Et donc, ils ont été finalement inscrits. Alors à partir de là, les 4 institutions qui déjà conservaient bien ces phonoautogrammes les ont conservés encore mieux. Donc je crois que maintenant ils ne sortent plus. Et que pour les voir, c'est un peu difficile. Mais enfin, ils ont été scannés avec beaucoup de détails, ce qui permet de travailler dessus. Et voilà. Et donc, moi, ce qui m'avait un petit peu bouleversé quand j'étais petit, c'est que d'abord cet arrière-grand-père, il est mort vraiment pour différentes raisons, notamment cette invention, mais pour différentes raisons, il est mort dans une misère extrême. Et la saga familiale un peu raccourcie disait, mais ton arrière-grand-père s'est ruiné sur une invention qui n'a pas été reconnue, et voilà. Et donc on est reparti de quasiment zéro. Enfin, c'est vrai, vraiment d'une situation très très dure. Et donc, pour le petit garçon que j'étais, c'était vraiment une injustice terrible. Il fallait trouver une occasion de rétablir le cours des choses. Quel problème elle avait, cette invention? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi? Voilà. Et finalement, j'ai vu cette équipe de chercheurs américains arriver avec une immense sympathie, parce que voilà, des gens qui voulaient s'intéresser en profondeur à ça, et qui y sont parvenus. Eux-mêmes avaient un rêve un peu similaire. Eux, ils voulaient, c'est un rêve américain, ils veulent toujours repousser les dates, enfin avoir le premier enregistrement. Et donc, ils étaient évidemment à fond sur Edison, et puis ils se sont dit, mais si ils connaissaient le phonautographe, si par hasard on arrivait à trouver des phonautogrammes et à les lire, alors à ce moment-là, on aurait les premiers enregistrements, et c'est cette démarche-là qui les a conduits.